Vous le savez désormais, les jeudis, c'est le débrief de l'actu. Aujourd'hui, il sera commenté, ce débrief, avec Alain Staron, cofondateur d'Artifil. Bonjour Alain, bienvenue. Et Éric Bothorel, député Renaissance de la circonscription Lannion-Paimpol dans les Côtes-d'Armor. Bonjour Éric, bienvenue également. Donc ce qui agite la tech, ça va nous occuper tous ensemble pendant une vingtaine de minutes. Je vous propose qu'on démarre avec quand même l'actu de la semaine. Et notre premier invité, Arthur Poré, bonjour. Bonjour Adeline. Donc grâce à la sortie d'une étude sur les transactions dans la tech française, vous allez nous révéler quel est le vrai visage finalement de nos startups. Vous êtes le cofondateur de la banque d'affaires Avolta, où vous supervisez cette industrie autour des fintech, du software. Vous êtes aussi en charge des études. Le 21 septembre, sur ce plateau, c'est Patrick Robin qui était venu nous révéler quelques chiffres en avant-première. Là, désormais, on a l'étude au complet. Déjà, première question, est-ce que ça confirme ce que nous avait annoncé Patrick Robin? Et puisque tout le monde pressent, ressent, c'est un certain coup de frein dans les investissements dans la tech française. Oui, alors tout à fait. Déjà, merci de me recevoir à nouveau sur ce plateau après mon associé il y a quelques semaines. Oui, on voit tout à fait que ce qu'on avait prédit il y a quelques semaines s'est réalisé. C'est-à-dire qu'il y a eu un très bon démarrage de la French Tech sur les premiers mois de l'année, sur les 6 premiers mois, qui s'est assez largement ralenti quand même sur le troisième trimestre, où on constate que les investissements ont baissé. Ils sont revenus à des niveaux qui sont quasiment pré-2021, qui était l'année un peu Alors parce que Patrick Robin avait quand même annoncé 1,8 milliard d'investissements, 120 opérations, le plus mauvais trimestre depuis 2018. Oui, alors là où on a juste la dernière semaine un tout petit peu rattrapé, c'est qu'il y a eu beaucoup d'opérations la toute dernière semaine, et on doit arriver entre à peu près à 2,5 milliards de total d'investissement sur le troisième trimestre. Mais donc, ce qui est largement en baisse par rapport aux autres trimestres. C'est pas si catastrophique, mais enfin ça confirme la baisse. Ça confirme la baisse, et puis on voit que il y a beaucoup moins d'opérations, donc ça effectivement, on doit arriver à 130, 140 opérations, donc beaucoup moins d'opérations. Et finalement, contrairement à ce qu'on pensait, ce qui était assez, ce qui était notre constat instinctif, c'est qu'il y a beaucoup moins de petites opérations aussi. Et c'est pas simplement les très grosses opérations qui ont pâti finalement de cette baisse, c'est aussi et surtout les petites opérations. Ça, c'est un constat un peu différent de ce qu'avait fait Patrick. Et comment vous l'expliquez ? C'est que les investisseurs, même dans des tours très tôt dans les entreprises, anticipent le fait qu'ils auront du mal peut-être à relever des tours suivants. Donc les investisseurs qui investissent en seed se disent qu'en série A, ça va être très difficile, et donc ils ont des critères qui augmentent. Et en fait, à chaque étage, ça se passe comme ça, ce qui fait que tout le monde a diminué en gros ses investissements. Alors, vous vouliez nous parler justement de cette question des multiples de transactions. On va peut-être réexpliquer ce que ça veut dire et en quoi ça nous permet de savoir vraiment dans quel état de santé est aujourd'hui notre paysage français. Oui, alors donc je vais essayer de ne pas trop être technique parce que c'est vrai que c'est des sujets un peu financiers, mais grosso modo, dans la technique financière générale, pour valoriser une entreprise, parce que c'est ça dont on parle, c'est comment est-ce qu'on valorise une entreprise. En général, ce qui se passe dans la finance, donc 99% des transactions, sauf dans la tech quasiment, on valorise les entreprises sur des multiples d'EBITDA. L'EBITDA, c'est le profit, la rentabilité de la société. Évidemment, dans la tech, les sociétés sont en général pas profitables, puisqu'elles sont en croissance, en création. On ne peut pas les juger sur leurs résultats, sur leur rentabilité. Exactement, et si on faisait ça, la valorisation, ce serait zéro. Donc évidemment, alors comment on les valorise ? Et donc, ce que font la plupart des gens, ce que font les investisseurs, ce que font les hackers qui achètent des boîtes encore pas rentables, et ce qu'on a développé, nous, comme méthode un peu systématique, c'est de regarder des multiples de transactions sur le chiffre d'affaires des sociétés. Alors, vous allez me dire, quand elles ne font pas de chiffre d'affaires, comment on fait ? C'est un autre sujet. Mais disons qu'à partir du moment où elles font du chiffre d'affaires, on a déjà un élément concret pour commencer à les comparer avec les autres, commencer à comparer les types de business models, les types de secteurs, et c'est ça qui est dans notre étude, effectivement, c'est comment est-ce que les sociétés sont valorisées en fonction de tous ces paramètres, mais notamment les business models. Et alors là, est-ce qu'on est un peu plus sévère sur les valos en ce moment ? Alors, c'est difficile de répondre statistiquement parce que les échantillons font qu'on ne peut pas regarder mois à mois. On n'a pas suffisamment de données mois après mois pour dire ce mois-là ça baisse, ce mois-là ça augmente, parce qu'il n'y a pas suffisamment de transactions. Sur la longue traîne, c'est relativement stable puisque les multiples sont assez aplatis, donc ça reste assez stable. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les multiples un peu moyens dans la tech, on parle de 4 fois, 5 fois son chiffre d'affaires. Alors que dans les industries traditionnelles, on est plutôt sur des multiples qui seraient de l'ordre de 1 fois le chiffre d'affaires. Donc en fait, la tech est une exception de base
Donc même quand ça baisse, même quand on a des moments un peu plus difficiles, on est toujours largement plus valorisé dans la tech que dans d'autres secteurs traditionnels. Sur les levées de fonds, les sorties, aujourd'hui en France, on s'en sort comment par rapport à nos voisins européens ? Alors, sur les levées de fonds, on s'en sort plutôt pas trop mal sur l'année 2022 au complet, puisqu'on est à peu près à plus 30% sur l'année par rapport à 2021 à date. Okay. Quand aux US, on est plutôt à moins 20, moins 25%, au UK aussi, en Allemagne encore pire, en Chine, on est à moins 55%. Donc, la France s'en sort pas trop mal. Maintenant, encore une fois, je pense qu'il y a un effet décalage dans le temps et que la France a tendance à être un peu en retard sur tout, et notamment quand il y a une crise, ça tape un peu plus tard en général en France aussi. Et donc, on pourrait imaginer qu'en fait, c'est juste un effet de décalage de 1 ou 2 trimestres qui explique qu'on est encore un peu moins impacté. La fin d'année pourrait être encore plus compliquée. En tout cas, il y a une certaine morosité dans l'écosystème. Quand on discute avec des investisseurs, c'est vrai qu'on sent qu'ils sont un peu attentistes, ils attendent de voir ce qui se passe et qui, du coup, ont tendance à investir, à avoir des critères d'investissement qui sont de plus en plus difficiles. Et donc, voilà, c'est vrai qu'aller lever des fonds aujourd'hui sur le marché, je pense que c'est compliqué si on n'a pas l'ensemble des critères qui sont absolument ouverts. Et aller lever des fonds auprès d'investisseurs étrangers, c'est encore plus difficile ? Oui, c'est encore plus difficile parce qu'ils sont encore plus sélectifs. En général, les investisseurs étrangers essayent de rentrer dans des sociétés qui sont les plus en croissance ou les plus intéressantes du marché. Et on a une forte dépendance vis-à-vis d'eux. On a une forte dépendance sur les tours assez late stage, les tours qui sont les gros tours en fait, les gros tours d'investissement, les plus gros. Il y a tout de même de plus en plus de gros investisseurs en France et en Europe. Donc ça va mieux tout de même qu'il y a quelques années, mais on reste assez dépendant des très gros investisseurs américains, notamment sur les très gros tours. On a parlé des levées, on n'a pas parlé des exits, des sorties. Oui, alors les sorties, on est nul en France sur les exits, c'est clair. On est très en retard, il y a eu très peu de très gros exits. Alors 2021 était plutôt une bonne année en réalité. On a eu 3 belles exits avec Believe, OVH et Exclusive Networks, qui étaient 3 sorties au-dessus d'1 milliard, ce qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps, depuis Dassault Systèmes ou des choses comme ça, il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. Donc on a plutôt une très bonne année, sauf que l'année 2022 patatras. Évidemment, tous les marchés, il n'y a pas eu aux US une seule IPO à plus de 50 millions de dollars cette année. Donc il n'y a pas eu d'IPO en réalité aux US. Ah oui. Évidemment, en France, c'est la même chose. Il y a eu très peu d'IPO. Je crois qu'il y a eu une dizaine d'IPO sur la tech cette année. Mais voilà, ça reste tout petit. Il n'y a évidemment pas eu grand-chose. Il y a eu Deezer qui est sorti cette année, qui est un peu plus d'1 milliard, mais qui a perdu plus de 40% de sa valeur en quelques mois. Un petit conseil à nos start-upers ? Oui, un petit conseil, il faut essayer d'être frugal, de ne pas faire trop de dépenses. C'est le thème du moment, mais c'est la même chose pour les startups. Il faut évidemment essayer d'avoir un runway, de dépenser le moins de cash possible et donc de pouvoir tenir le plus longtemps possible. Si vous avez des investisseurs à votre board, essayez d'aller chercher un petit peu d'argent auprès de vos investisseurs, évidemment, aujourd'hui. Le temps de laisser passer la vague. C'est l'idéal, ça, d'avoir un investisseur à son board ? Oui, c'est l'idéal. Et d'ailleurs, dans notre étude, il y a un autre point qu'on met en avant là-dessus, sur les multiples, c'est qu'on constate que les sociétés, c'est un peu contre-intuitif, mais les sociétés qui font les sociétés tech qui se vendent n'ont pas forcément des investisseurs, des VC à leur board. La plupart des sociétés, plus de 50%, n'ont pas d'investisseurs et se sont développées toutes seules par le temps. Mais sur le reste des 40% qui se sont développés avec des investisseurs à leur board, on constate que quand ils vendent leur société, ils sont valorisés 2,5 fois plus en moyenne que les sociétés qui n'ont pas de VC à leur board. J'imagine que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd sur ma gauche. Alors. Nous sommes en plein on rentre dans le process en fait. Donc j'ai bien entendu la notion de frugalité, mais bon, on est bien dedans. Et effectivement, enfin juste un mot, effectivement, pourquoi les startups sont-elles plus valorisées que les boîtes existantes bien établies ? Parce que la pente de chiffre d'affaires est plus élevée. Donc comme on parle toujours sur le futur, on fait toujours des paris sur l'avenir. Alors c'est un pari. D'où la notion de capital risqueur. Ouais. Mais si on est en croissance, on ne peut pas juste se contenter de la valorisation à l'instant T. Il faut regarder un peu devant. Merci beaucoup Arthur Poré, cofondateur de la banque d'affaires Avolta, pour ce partage de cette étude très, très complète que j'invite à consulter. Alain Staron, Éric Bothorel, vous restez avec moi. D'ailleurs, vous restez avec moi tous les trois. On part pour le débrief de l'actu.